Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer le cours de chimie et on va aborder le principe de le Châtelier. Tout d'abord, c'est important de se rappeler qu'au dernier cours, nous avons vu que l'état d'équilibre suppose que les réactions directes et inverses se déroulent à la même vitesse. Toutefois, cet équilibre reste fragile. En effet, si les conditions expérimentales dans lesquelles se déroule la réaction chimique sont perturbées, l'équilibre sera brisé, mais le système va essayer toujours de s'ajuster pour obtenir un nouvel état d'équilibre. C'est ce que stipule le principe de Le Châtelier, qui permet de prédire de façon qualitative le sens de la réaction chimique, c'est-à-dire le sens direct ou inverse qui sera favorisé lorsque les conditions d'un système à l'équilibre sont modifiées ou perturbées. On entend bien sûr par la modification des conditions d'un système à l'équilibre les propriétés macroscopiques que nous avons vues au premier cours et plus précisément la concentration, la température et la pression. En fait, le principe de Le Châtelier énoncé par Henri Le Châtelier en 1884 stipule que si on tend à modifier les conditions d'un système en équilibre, il réagit de façon à s'opposer partiellement au changement qu'on lui impose jusqu'à l'établissement d'un nouvel état d'équilibre. En fait, il s'agit d'un principe général. C'est un principe de la nature même. On l'appelle aussi, d'ailleurs, le principe d'action et réaction. Ce que dit en résumé ce principe, c'est que les équilibres vont résister à tout changement en évoluant vers un nouvel équilibre. En d'autres termes, si un système en équilibre a une légère perturbation ou une légère modification, ce système va réagir pour évoluer dans le sens qui s'oppose à cette modification ou perturbation. Cela veut dire que l'état du système va évoluer pour compenser cette perturbation ou cette modification. Appliquons maintenant ce principe sur une réaction chimique à l'équilibre. On prend l'exemple de la réaction qui fait réagir le dihydrogène et le diode pour former le gaz de iodure d'hydrogène. Une fois que cette réaction atteint l'équilibre, la vitesse de la réaction directe sera égale à la vitesse de la réaction indirecte. Donc, une fois cet équilibre est atteint, si on modifie le système par un ajout de dihydrogène gazeux, le système va se trouver perturbé et déséquilibré et il va s'opposer à cette modification en favorisant la réaction directe, bien sûr dans le but de produire du iodure d'hydrogène et de diminuer un peu de la quantité d'hydrogène ajoutée pour établir un nouvel équilibre. Sachant que pour produire du iodure d'hydrogène, il faudrait utiliser aussi une certaine quantité du d'iode. Ainsi, cette réaction va continuer à favoriser la réaction directe jusqu'à ce qu'on obtient un nouvel équilibre. Maintenant, si on modifie le système par le retrait d'une certaine quantité du dihydrogène, le système va encore une fois se trouver déséquilibré et perturbé. Évidemment, le système va s'opposer à cette modification en favorisant cette fois-ci la réaction inverse et produire du dihydrogène dans le but de combler en partie la quantité retirée du dihydrogène afin d'établir bien sûr le nouvel équilibre. Ainsi, cette réaction inverse va demeurer favorisée jusqu'à l'établissement d'un nouvel équilibre. C'est ainsi que le principe de Le Châtelier est appliqué en équilibre chimique des réactions.
Pour l'effet de la température sur l'équilibre chimique d'une réaction, il s'agit de vérifier la sensibilité d'une réaction à la variation de la température. Plus concrètement, la variation de la température a une grande influence sur les réactions endothermiques et les réactions exothermiques. Si par contre la réaction n'est ni exothermique ni endothermique, la température à ce moment-là n'a aucun effet sur l'équilibre d'une réaction. Maintenant, regardons ces quatre équilibres un par un. La première réaction est endothermique, dans le sens direct. Le fait que le delta H est positif, bien sûr. Donc, si on augmente la température du système, le système va s'opposer à cette augmentation en absorbant la chaleur engendrée par cette augmentation de la température. Donc, en favorisant la réaction directe qui absorbe la chaleur par le fait que la réaction directe est une réaction endothermique. Par contre, si on si on diminue la température, le système s'opposera bien sûr à cette diminution de température en favorisant la réaction inverse qui est une réaction exothermique et qui va pouvoir donc de produire de la chaleur pour compenser cette diminution de la température. Maintenant, pour la deuxième réaction, qui est une réaction exothermique dans le sens direct, car le delta H est négatif, si on augmente sa température, le système va encore s'opposer en favorisant la réaction inverse, qui est une réaction endothermique qui va donc pouvoir absorber la chaleur engendrée par l'augmentation de la température. Si par contre on diminue la température du système, ce même système s'opposera en favorisant la réaction directe qui est une réaction exothermique et donc qui va pouvoir produire de la chaleur pour compenser la baisse de cette température. Pour la réaction 3, il s'agit d'une réaction exothermique dans son sens direct et si on augmente la température de ce système, ce même système encore s'opposera en favorisant la réaction inverse qui est une réaction endothermique et qui va pouvoir donc absorber la chaleur produite par l'augmentation de la température du système. Si par contre on diminue la température, le système s'opposera encore en favorisant la réaction directe qui produit de la chaleur afin de compenser la diminution de la température. Enfin, et pour la dernière réaction, il s'agit d'une réaction endothermique dans le sens direct. Ainsi, si on augmente la température, le système s'opposera de telle sorte qu'il va favoriser la réaction qui puisse absorber la chaleur engendrée par l'augmentation de la température. La réaction qui permettra d'absorber la chaleur est la réaction endothermique qui est une réaction directe. Maintenant, si on diminue la température de ce système, évidemment, ce même système favorisera la réaction qui produira la chaleur. Dans ce cas, la réaction inverse sera favorisée car il s'agit d'une réaction exothermique qui va pouvoir produire de la chaleur afin de compenser la baisse de la température.
Examinons maintenant l'effet de la pression sur l'équilibre d'un système. Ce qu'il faut savoir et bien retenir, c'est que la pression n'agit que sur les gaz. Ainsi, toute variation de pression influence grandement l'équilibre d'un système contenant des substances gazeuses. Donc, en appliquant le principe de Le Chatelier, qui stipule qu'à chaque fois qu'on fait une modification à un système en équilibre, ce système va réagir en faisant le contraire de la modification apportée. On peut ainsi examiner l'effet de la variation de la pression sur chacun des 4 systèmes à l'équilibre. Commençons par le premier système qui renferme une réaction gazeuse en équilibre. Après, bien sûr, la réaction de l'acide chlorhydrique, HCl, et du dioxygène pour former le dichlorure, le Cl2, et de l'eau gazeuse. Rappelez-vous tout d'abord les facteurs qui influencent la pression d'un gaz lorsqu'on a étudié les caractéristiques physiques des gaz. L'un de ces facteurs, c'était le nombre de molécules. En effet, pour une même température, la pression augmente avec l'augmentation du nombre de collisions. Et le nombre de collisions augmente aussi avec l'augmentation du nombre de molécules d'un gaz. Tenant compte de cette règle, on constate que pour cette première réaction, nous avons 5 molécules gazeuses dans les réactifs et 4 molécules gazeuses dans les produits. Donc, il y a plus de pression dans les réactifs que dans les produits. Ainsi, lorsqu'on augmente la pression, le système va s'opposer pour favoriser la diminution de cette pression. Et le seul moyen de diminuer cette pression, c'est de former les produits où il y a moins de pression et par conséquent, favoriser la réaction directe. Par contre, si on diminue la pression du système au moment de l'équilibre, le système va réagir en favorisant son augmentation. Et la seule façon de pouvoir augmenter la pression, c'est la formation, bien sûr, des réactifs où il y a plus de pression. Donc, le système va favoriser la réaction inverse. Pour la deuxième réaction, on trouve 0 molécule gazeuse dans les réactifs et une seule molécule gazeuse dans les produits. Donc, il y a plus de pression dans les produits. Ainsi, si j'augmente la pression, le système va s'opposer à cette augmentation en favorisant sa diminution. Et pour avantager la diminution de la pression de ce système, évidemment, ce même système va favoriser la formation des réactifs où il y a moins de pression. Ainsi, la réaction inverse sera favorisée. Maintenant, si je diminue la pression de ce système, évidemment, ce même système va réagir pour l'augmenter. Et pour augmenter cette pression, ce système va avantager la formation des produits où il y a plus de pression. Donc, le système favorisera la réaction directe. Concernant la troisième réaction, on voit bien que le nombre de molécules gazeuses des réactifs et des produits sont égales. En effet, nous avons 2 molécules gazeuses dans les réactifs et 2 molécules gazeuses dans les produits. Ainsi, l'augmentation ou la diminution de la pression n'aura aucun effet sur l'équilibre déjà établi. De la même manière, la réaction 4 n'a aucune molécule gazeuse que ce soit dans les réactifs ou dans les produits. Donc, l'augmentation ou la diminution de la pression n'aura aucun effet aussi sur l'équilibre déjà établi.
Pour résumer l'influence de la pression sur l'état d'équilibre, on considère que si la pression monte, l'équilibre chimique se déplace pour faire diminuer la pression, ou si la pression diminue, l'équilibre chimique se déplace pour faire monter la pression. Pour le catalyseur, son ajout n'a aucun effet sur l'équilibre d'un système. La seule chose qu'il peut permettre, il s'agit tout simplement de permettre d'atteindre rapidement l'état d'équilibre. Voilà, donc on termine le chapitre portant sur l'étude qualitative de l'état d'équilibre. Maintenant, il vous reste à terminer l'ensemble des exercices de la section 7.2 et 7.3. Ensuite, c'est important de faire les exercices de la synthèse. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, nous allons voir l'effet des différents facteurs sur l'équilibre et, en premier lieu, l'effet de la concentration. Mais tout d'abord, c'est important de se rappeler des conditions nécessaires pour qu'un système soit en équilibre. Prenons par exemple la réaction qui fait réagir le diazote et le dihydrogène pour former le NH3, c'est-à-dire l'ammoniac. Pour que ce système soit en équilibre, il doit respecter trois conditions dont on a parlé au premier cours de ce chapitre. Alors, la première condition, c'est que le système doit être fermé, c'est-à-dire il n'échange pas de matière ni d'énergie avec l'extérieur. La deuxième condition, c'est que la réaction doit être réversible. C'est-à-dire les réactifs doivent donner des produits et les produits doivent donner des réactifs. Et enfin, la troisième condition, les propriétés macroscopiques doivent être constantes. Alors, dans ce chapitre, on se limite à l'étude de trois propriétés macroscopiques qui sont la pression, la température et la concentration. Maintenant, regardons l'effet des facteurs sur cette réaction. En premier lieu, on va voir l'effet de la concentration. Alors, la question qui se pose, que va-t-il se passer si on ajoute du N2 à la réaction? Avant de répondre, nous avons vu avec le principe de Le Chatelier que tout équilibre essaie de s'opposer au changement qui arrive. Cela veut dire que si j'augmente le N2, la réaction va favoriser la diminution de N2. Et la réaction qui peut diminuer le N2, c'est évidemment la réaction de synthèse du NH3, c'est-à-dire la réaction directe. C'est quoi qui va y arriver pour le N2? La réponse, même si la réaction directe qui est favorisée va en absorber pour former le NH3, le N2 ne va pas diminuer par rapport au début de l'équilibre, puisque une partie seulement de ce qui est ajouté sera utilisée pour former du NH3. Donc, le N2 va augmenter pour le nouvel équilibre. Maintenant, pour le H2, il va diminuer parce que le système doit l'utiliser pour former le NH3. Concernant le NH3, évidemment, il va augmenter parce que le système est en train de le synthétiser, c'est-à-dire de le fabriquer par la réaction directe. Maintenant, si je diminue le N2, le système, évidemment, va s'opposer à cette diminution en favorisant sa fabrication. Et quelle est la réaction qui favorise cette fabrication de N2? Évidemment, c'est la réaction inverse. Même si le système va fabriquer du N2, il ne va pas récompenser la quantité enlevée. Donc,
le N2 diminue, c'est-à-dire dans le nouvel équilibre, on va avoir moins de N2 qu'avant qu'on en enlève. Maintenant, pour le H2, il va augmenter puisque le système le fabrique. Et pour le NH3, il va diminuer car le système l'utilise pour faire la réaction inverse. Maintenant, si j'augmente le H2, l'équilibre va s'opposer bien sûr à cette augmentation et il va faire en sorte de favoriser la réaction qui va diminuer le H2. Dans ce cas, c'est la réaction directe qui sera favorisée, c'est-à-dire la réaction de la synthèse du NH3 qui sera favorisée. Maintenant, pour le N2, il va diminuer puisqu'il sera utilisé avec le H2 pour fabriquer le NH3. Concernant le H2, il va quand même augmenter puisque une partie seulement de ce qu'on a ajouté sera utilisée pour la synthèse du NH3. Évidemment, pour le NH3, il va augmenter puisque la réaction de sa synthèse qui est favorisée. Maintenant, si je diminue le H2, l'équilibre, évidemment, va s'opposer à sa diminution en favorisant sa fabrication. Et dans ce cas, la réaction qui va être favorisée, c'est la réaction inverse. Le N2, puisque la réaction inverse est favorisée, donc il va y avoir de la fabrication du N2, ce qui fait que le N2 va augmenter. Pour le H2, il va diminuer même si le système on fabrique par la réaction inverse. Il ne va pas tout de même récompenser la quantité enlevée par rapport à l'équilibre précédent. Maintenant, pour le NH3, il va diminuer parce que le système le consomme pour en fabriquer le H2 et le N2 par la réaction inverse. Maintenant, si on augmente le NH3, l'équilibre, bien sûr, va s'opposer à cette augmentation et il va essayer de diminuer cette augmentation en favorisant la réaction inverse. Le N2 va augmenter puisque le système favorise la réaction inverse. La même chose pour le H2 et pour les mêmes raisons parce que le H2 donc il va augmenter puisque le système favorise sa fabrication. Et enfin, le NH3 aussi va augmenter par rapport à l'équilibre précédent puisque la quantité qui sera utilisée par la réaction inverse pour établir un nouvel équilibre sera inférieure à la quantité ajoutée. Maintenant, si on diminue le NH3, l'équilibre, évidemment, encore s'opposera à cette diminution en favorisant sa fabrication. Dans ce cas, la réaction directe sera favorisée. Le N2 va diminuer puisque la réaction va consommer du N2 pour fabriquer du NH3 et aussi le H2 va diminuer pour les mêmes raisons, c'est-à-dire le H2 sera utilisé aussi pour fabriquer du NH3. Enfin, le NH3 va diminuer aussi, même si la réaction, elle va le synthétiser. Mais elle ne va pas récompenser la quantité enlevée par rapport à l'équilibre de départ. Voilà donc pour l'effet de la variation de la concentration sur l'équilibre d'une réaction.